Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la reconstruction de ce moteur de Mégane 3 RS qu'on va forger pour atteindre beaucoup de chevaux. Donc on va dire entre 550 et 650 chevaux parce qu'il y a d'autres étapes d'évolution de ce moteur là qui vont arriver. Donc là plus de la préparation interne du moteur mais bel et bien de la préparation de tout ce qui va être accessoire moteur comme collecteur d'émissions, papillon, etc. Donc ce moteur va être amené une nouvelle fois à évoluer. Avant d'attaquer quoi que ce soit, je souhaiterais remercier une fois de plus les différents partenaires qui me suivent sur ce projet-là. Donc on a bien évidemment BG Turbo qui s'est occupé de la partie turbo. On a Street Motor Sport qui s'est occupé de me fournir toutes les pièces pour forger ce moteur-là, donc les bielles, les pistons, etc. Je vous mets bien évidemment tous ces liens en description de la vidéo. Il a beaucoup de stock, il a beaucoup de pièces performance, c'est un super site si vous voulez forger votre moteur, donc n'hésitez pas, Street Motorsport, le lien est en description. On a également Flat69 qui s'est occupé de toute la métrologie et le réusinage des blocs moteurs et de la culasse. Donc les amis, c'est parti dans cette vidéo-là, on va s'attaquer au remontage du haut moteur. Donc techniquement, s'il n'y a pas de problème, à la fin de cette vidéo-là, le moteur est fonctionnel. Donc dans un premier temps, Street Motorsport m'a fourni des goujons ARP. Alors les goujons, c'est quoi? De base, la culasse elle est tenue par des vis sur notre bloc moteur. Nous, on va tout simplement renforcer tout ça puisqu'on a mis des bielles forgées, des pistons forgés, etc. dans le but d'augmenter la puissance du moteur. Donc à un moment, pour augmenter la puissance du moteur, on met des turbos plus gros. Mais on le fait aussi souffler plus fort. Donc si on le fait souffler plus fort, ça veut dire qu'on va augmenter le nombre de pressions qu'on va impliquer dans l'air, dans les chemises. Et donc on peut avoir un risque de soulèvement de la culasse. Alors, je vous schématise, imaginez que vous soufflez trop fort et la culasse, elle saute au plafond. En gros, c'est à peu près ça, mais elle ne saute pas au plafond, elle se décolle juste, ce qui fait tout simplement les mêmes symptômes qu'un joint de culasse. Donc, pour avoir quelque chose de beaucoup plus solide, eh ben, en fait, on remplace les vis de culasse par des goujons de culasse. Donc, en fait, un goujon, c'est quoi? Vous connaissez tous les goujons qu'on a d'échappement. Donc, goujon d'échappement, c'est ça. On a un goujon qui se trouve, alors l'échappement est de l'autre côté, mais dans la, il est de l'autre côté, il est sur la culasse. Du coup, on a un goujon qui se trouve sur la culasse et on vient mettre un écrou dessus, un boulon. Et donc, pour renforcer le serrage de la culasse, c'est exactement la même chose, mais en plus gros. Donc on appelle ça tout simplement des goujons de culasse. Donc dessus, on va avoir des goujons, des rondelles et des boulons. Et on va venir, entre guillemets, boulonner notre culasse sur le bloc moteur. Ce qui permet quoi? Ce qui permet tout simplement de renforcer l'effet de décollement de notre culasse quand on va venir souffler fort dans nos pistons. Donc voilà, c'est une pièce performance, c'est des vis ARP, donc c'est ce qui se fait de mieux en termes de préparation moteur. On est sur de la vis très solide et en plus, le goujon maintient mieux la culasse sur le bloc moteur. Donc les amis, c'est parti, première étape, on goujonne notre bloc moteur pour recevoir la culasse. Alors, comme d'habitude, là, on ne va absolument pas se fier au couple de serrage préconisé par le constructeur Renault, mais bel et bien au couple de serrage préconisé par ARP. Et comme d'habitude pour les bielles et pour tout ce que vous voulez, on a bien évidemment de la graisse ARP, parce que les goujons vont avoir besoin d'être graissés. Les goujons, mais aussi les rondelles et les écrous. Alors, plein d'entre vous vont se demander pourquoi on graisse les rondelles et les écrous. Et ben, je vais vous expliquer ça en 2 secondes. Et vous allez voir que c'est très simple. Il y en a plein qui se posent la question. Il y a plein d'écoles. Les écoles de faut pas graisser la tête, faut graisser la tête, faut pas graisser la tête, c'est pas bien. Bon bref, on connaît tout ça. Moi, je connais juste le manuel. Voilà, je vais pas m'inventer graisseur ou pas graisseur. En fait, c'est très simple. Quand vous allez avoir votre culasse qui va venir ici, que vous allez mettre votre rondelle et que vous allez venir serrer, vous allez appliquer un couple de serrage. Vous imaginez bien que le couple de serrage, plus il y a de friction, plus il va être déréglé, entre guillemets. Donc du coup, pour avoir une précision sur le couple de serrage, on vient lubrifier les filets, premièrement. Et deuxièmement, hop, je vais y arriver. Et deuxièmement, si ma main simule la culasse, vous imaginez bien qu'au serrage, je vais avoir une friction de mon filet, donc une friction naturelle du filet. Je vais avoir une friction de ma rondelle sur ma culasse et je vais avoir aussi la friction du boulon sur la rondelle. Et donc toute cette friction accumulée va venir dérégler votre couple de serrage. C'est pour ça qu'on vient graisser tous les éléments pour limiter la friction et avoir la plus haute précision au serrage. C'est pas moi qui l'invente, c'est marqué dessus, c'est comme le port salut. Alors pour l'installation des goujons.
deux méthodes. En gros, la partie basse donc, qui va se mettre dans la culasse, il n'y a pas de coupe de serrage et on ne met pas de graisse. Ensuite, dans la notice, ils disent que si on veut, pour les moteurs très performants, on peut venir ajouter de la Loctite, donc du frein filet sur cette partie-là, mais avec un serrage à la main, à la clé, sans couple. Donc on arrive en butée et on ne touche plus. Alors, moi je vais tout simplement choisir le serrage avec du frein filet. Pourquoi? Parce qu'on a quand même le souhait de mettre beaucoup de chevaux dans ce moteur-là. Et donc, je pense que c'est un petit plus qu'on peut faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre du nettoyant frein pour venir dégraisser tous nos filets. Voilà. Et ensuite, un petit coup de soufflette. Là, l'idée, c'est vraiment de dégraisser pour que le frein filet fonctionne bien. Bon, avant de placer nos petits goujons, je vous fais juste un rappel de la notice qui est fournie avec. C'est pas moi qui l'invente. Sur les forums, on voit à peu près tout et n'importe quoi. En gros, vous pouvez faire la traduction. Ce qu'on vous dit, c'est que le goujon doit se serrer à la main, donc un serrage faible dans le bas moteur, qu'on peut utiliser deux solutions de montage, soit à sec, soit avec du frein filet pour les grosses préparations, et que le couple de serrage doit être fait avec la séquence du constructeur. Donc là, en l'occurrence, je prends la notice et je prends la notice de chez Renault. La séquence, c'est quoi? C'est le numéro que vous avez ici. Donc il faut juste contrôler que c'est bien la même que le constructeur de la voiture, sinon appliquer la séquence du constructeur. Et qu'ensuite, on doit appliquer un couple en 3 passes équivalent à 105. Attention, on ne parle pas de Newton, on parle de FT. Donc ce qui nous donne, si on prend un tableau de conversion, 142,3 newtons. Donc 142 newtons. Donc on fait tout simplement 142 divisé par 3, ce qui nous donne 35, 90, 105. On a nos 3 passes. Donc serrage en 3 passes pour arriver au maximum indiqué sur la fiche des goujons. Voilà, juste un petit récap parce que sur Internet, il y a absolument tout. Donc moi, j'invente rien. C'est juste marqué sur la feuille. Donc, on fait le choix d'utiliser du frein filet. Alors, j'ai hésité entre le frein filet moyen et le frein filet fort. Donc ça, le produit, je vous le mettrai en description de la vidéo pour ceux qui souhaitent. C'est le frein filet moyen. Je me suis dit, bon, grosse prépa, on va mettre fort. Mais je me dis que si un jour j'ai besoin de démonter, le problème du frein filet fort, c'est que ça va être extrêmement compliqué. Donc on prend notre goujon, le frein filet qui va bien. On en met une lichette et on visse. Et c'est marqué un serrage à la main. Donc du coup, on fait un serrage à la main. Donc là, je prends juste ça pour m'assurer que je suis bien au fond, mais je ne serre pas. Voilà, hop, touche pas plus. Parce qu'on n'est jamais à l'abri, même si j'ai soufflé, etc., d'une petite merde au fond. Alors, je pense qu'ils nous disent un serrage à la main pour la simple et bonne raison qu'on a une dilatation sur ça. Et qu'en gros, quand vous allez serrer votre vis de culasse, les vis d'origine, vous n'allez pas aller jusqu'au fond des filets. Donc en fait, votre vis, avec la dilatation, elle va avoir de la place. Ici, c'est l'inverse. Le goujon, vous allez le visser jusqu'au fond. Puisque c'est une vis, il n'y a rien qui va maintenir pour y empêcher. Donc du coup, si on le serre trop fort avec la dilatation, je pense qu'il y a tout simplement un risque de péter le bloc en moteur. C'est pour ça qu'en gros, on n'applique pas de serrage dessus. Encore une fois, ça reste ma théorie. Je ne suis pas sûr à 2000% que ce soit ça, mais je pense. Alors sur Internet, vous avez des gens qui vous disent de serrer à 20 newtons, bref. Moi, c'est marqué serrage à la main, je suis bête et discipliné. Je me dis que le mec qui a conçu les vis ARP, il est certainement meilleur que moi. Bien évidemment, la petite empreinte se mettra forcément sur le dessus. C'est une empreinte qui permettra de desserrer les goujons le jour où on souhaite les desserrer. Ça évite d'y aller comme un barbare avec la pince multiprise, quoi. Voilà. Donc pour le montage des goujons, c'est OK. Maintenant, on s'attaque aux joints de culasse. Alors, pour améliorer l'étanchéité d'un joint de culasse quand on fait une préparation comme ça, ce qu'on peut rajouter, c'est la Loctite 5923.
On va l'appliquer en fait sur la surface du bloc moteur et sur la surface de la culasse. Ce qui va venir en fait faire une étanchéité supplémentaire sur notre joint de culasse. Et c'est quelque chose que beaucoup de préparateurs moteurs utilisent. Et donc, sur les conseils de ces préparateurs moteurs-là, je vais appliquer exactement la même chose. Bon les amis, on se retrouve. Il y a eu un petit bémol dans la vidéo puisque j'étais à deux doigts de poser mon joint de culasse quand tout d'un coup, j'ai eu l'intelligence d'aller vérifier la cote qu'il m'avait envoyée. En fait, quand tu commandes une pochette de joint, tu commandes ça. Et en option, donc là tu as les pochettes moteurs, et en option tu vas prendre la cote de réparation que tu as appliquée sur ton bloc moteur, en l'occurrence 83. Donc dedans, ils te mettent un joint de culasse emballé dedans. Voilà, c'est fait entre guillemets à la demande. Bref, ça c'est pour vous expliquer le contexte. Je vais poser mon joint, puis je me dis, je vais quand même vérifier quoi. Et là, tu as un petit papier vendu avec, donc qui est, entre guillemets, tout simplement la fiche technique de fabrication du joint de culasse. Et dessus, c'est marqué alésage 82.7. Donc en fait, c'est un joint de culasse d'origine. Donc du coup, je ne peux pas le monter. Donc j'ai commandé en urgence un joint de culasse renforcé de la marque Cometic et tout simplement en alésage, cette fois-ci 83. Parce qu'il y avait 4 semaines de délai pour avoir un joint de culasse standard en 83. Donc, du coup, on monte un joint de culasse renforcé. Voilà. Si on compare, par exemple, avec un joint de culasse d'origine, on voit direct qu'il a l'air quand même beaucoup plus solide. Ici, on a une plaque en métal, on a une grosse plaque et on a 2 petites plaques, vous voyez. Là, on a une plaque en métal, la grosse plaque et 3 plaques en métal. Donc, très clairement, joint de culasse renforcé, la réponse, c'est oui, ça se voit. On l'a dans les mains, clairement, ça se voit, il est beaucoup plus renforcé. Donc, on va refaire le même scénario, on va quand même valider que ce soit le bon. Parce qu'en fait, alors si je le mets dans le bon sens, ça va être mieux. Tac. Voilà. Parce qu'en fait, le problème du 83, c'est que ici, il venait légèrement lécher l'intérieur du cylindre. Et donc, en fait, c'était pas bon du tout. Parce qu'on peut faire ce qu'on appelle un point chaud et déclencher du clic. Donc, maintenant qu'on est sûr d'avoir le bon joint de culasse, on va pouvoir le préparer pour la pose. Pour préparer le joint de culasse à la pose, là, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je me suis laissé guider par des préparateurs automobiles, notamment Léo de chez Flat 69, qui m'a dit, moi je te conseille d'appliquer de la Loctite 59-23 sur les 2 plans de joint de culasse. Ça va vraiment permettre d'augmenter l'efficacité de ton joint de culasse. Ça, c'est de la pâte à joint liquide, on va appeler ça comme ça, qui se polymère, et on remonte des joints de culasse avec ça, donc pour augmenter l'efficacité du joint de culasse, mais aussi pour toutes les pièces qu'on peut démonter. Ça peut être une pompe à eau, ça peut être un petit peu tout. Regardez sur internet, c'est un produit un petit peu universel mais qui a l'avantage d'être hyper résistant et de pouvoir se monter sur les joints de culasse. Donc lui, il me prépare tous ses moteurs de course avec ça. Il m'a dit, je n'ai jamais fait un joint de culasse. Donc du coup, je me sers un petit peu de l'expérience des gens meilleurs que moi pour l'appliquer sur mes prépas. Donc c'est parti, on dégraisse le joint de culasse, on applique une fine couche de chaque côté du joint de culasse, on laisse sécher pendant 15 minutes et ensuite on le pose et on s'attaque au serrage de la culasse. Qu'on en met vraiment une très fine couche. Le but, c'est pas de faire un joint avec, c'est d'augmenter l'efficacité de notre joint. Donc on tend bien. Voilà. Et maintenant on laisse sécher 15 minutes et on pose le joint de culasse. Bon, maintenant que ça a séché une quinzaine de minutes, on vient poser notre joint de culasse. Alors, pour le poser du premier coup sans me tromper, je vais prendre le pas bon. Voilà, il y va comme ça. Donc il y va comme ça. J'ai bien fait de vérifier. Touc. Je me trompe pas, de toute façon il ne peut pas y aller autrement. Bon, du coup, si ça intéresse quelqu'un, j'ai un joint de culasse côte origine tout neuf. Alors, on passe dans nos goujons. Et là, c'est le moment où on dit bye bye à toute cette belle mécanique. Bon là, avant de poser notre culasse sur notre joint de culasse en collé, on vient dégraisser également les parties. Hop.
Et là, on vient fermer tout ça. Voilà. On vient placer nos goujons. Et bien maintenant, place au graissage. Donc là, même topo que pour nos bielles. On va venir graisser et notre rondelle pour limiter la friction sur l'emplacement. Vous voyez, quand je la mets comme ça. Ici, on va limiter la friction sur la culasse. Et notre écrou qui, lui, va limiter la friction sur la rondelle. Voilà, c'est comme ça que ça se monte. C'est pas moi qui l'invente. Tout est marqué dans la notice. Et on graisse les deux côtés. Je vais placer toutes les rondelles tant que j'y suis. Bon, maintenant, on prend nos écrous et pareil, on vient les graisser. Hop, et on les place dessus. Bon, maintenant qu'on a positionné nos goujons et nos rondelles, etc., on sort la petite clinométrique de chez Delta. Voilà, dispo sur notre boutique, je vous mettrai les liens en description de la vidéo. Et là, on reprend bien évidemment la fiche technique de chez ARP. Donc là, il nous faut un serrage en 3 étapes de 105 FT LBS. 105 FT, ça nous fait 142,38 newtons. Donc 142,5. Donc maintenant, on le divise en 3. 142,5 divisé par 3. Ça nous fait 47,5. Donc c'est très simple, on va faire 3 étapes de serrage où on va ajouter à chaque fois 47,5 newtons. Donc en gros, premier 47,5 plus 47,5, ça nous fait 95. Et ensuite 140, je ne sais plus combien que j'ai dit, 148 je crois, 142. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Il va me falloir la moyenne. Parce que 45 newtons, c'est pas beaucoup. Et la grosse, elle commence à 60 350, si je dis pas de bêtises. Voilà, 60 340. Donc on va déjà démarrer avec celle-là, qui est plus précis sur les petites mesures. Donc on a dit 45,5. Donc 45. Donc c'est parti. Bien évidemment, on fait un serrage en escargot. Donc là, on respecte tout simplement cette étape-là. Je suis bien réglé, je contrôle 45. Le 2. Alors pourquoi on dit serrage en escargot, hein? Parce que tout simplement on fait une forme d'escargot. Voilà. 3. Et bien évidemment, je remercie Julien de chez Street Motorsport qui nous a fourni ces petits goujons ARP. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vraiment de la pièce performante, Julien est là. Street Motorsport, je vous mets les liens en description de la vidéo. Et c'est un gars qui est super dispo pour vous donner des conseils. Il connaît sa bille et il peut à peu près tout vous avoir. Et ça, c'est un petit plus. Voilà, première passe, c'est fait. Donc première passe à 47,5. Deuxième passe, on fait 47,5 x 2. Ce qui nous fait une deuxième passe à 95. Donc là, on va arriver proche de la limite de cette clé-là. Donc je vais passer sur la grosse clé. Et on prend la grosse. Et c'est parti pour la deuxième passe. Donc là, j'ai fini ma passe à 95. Et là, on rajoute 47,5 une nouvelle fois. Ce qui nous donnera 142,5. Voilà, notre coupe de serrage définitif. Voilà, serrage de la culasse, ok. Alors, question de maniaquerie, je vais retirer le surplus de graisse. Alors, si vous vous souvenez, lors du démontage du moteur, on avait tout rangé avec un ordre bien spécifique. Donc, tout était classé pour remonter
pour remonter les poussoirs au même endroit qu'ils l'étaient. Comme ça, on garde l'usure, entre guillemets, qu'avaient les arbres à cames avant démontage. La métrologie avait été faite, on est dans les normes constructeurs, donc il n'y a aucun problème. Mais donc l'idée, c'est de remonter chaque pièce là où elle doit aller. Donc, chaque poussoir va être contrôlé. Pour contrôler un poussoir hydraulique comme ça, il suffit tout simplement de le presser. S'il s'enfonce, il faut le réamorcer ou le changer. S'il ne s'enfonce pas comme là, vous voyez, c'est impossible de l'enfoncer, on peut le remonter directement. Donc, là, on était côté admission. Donc, je vais juste tourner mon moteur pour être dans le bon sens pour éviter toute erreur. Un demi-tour. Comme ceci. On lui passe un petit coup de propre. On le baigne dans l'huile pour ne pas le remonter à sec. Et on vient le repositionner pile au bon endroit sur notre moteur. Tac. Et on fait ça pour tous. Et dans le bon ordre, du coup, on avait bien mémorisé l'ordre au démontage. Donc on les replace exactement là où ils doivent se placer. Pour l'instant, on va faire côté admission. Et donc c'est cette petite pièce-là qui des fois peut être bruyante quand elle est usée ou tout simplement quand elle se désamorce. Donc si par exemple on utilise une huile trop fluide, et ben avoir cette pièce-là, elle va avoir tendance à se désamorcer. Et quand ça se désamorce, ça fait un bruit de claquement un petit peu comme une bielle, mais on ne l'entend pas dans le bas moteur, on l'entend dans le haut moteur. Et le seul moyen de pouvoir, entre guillemets, sauver ou je dirais résoudre ce problème-là, il y a deux possibilités. C'est déjà de le prendre à temps. Donc dès qu'on commence à avoir le phénomène, on le traite. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de produits miracles qui vont réparer des pièces mécaniques. Mais en fait, c'est dû à quoi? C'est très simple. Vous voyez dessus, vous avez un trou ici et un trou ici. Ça fonctionne avec une pression d'huile. Si le poussoir ne maintient plus la pression d'huile, il y a deux phénomènes possibles. Soit il est usé, dans ces cas-là, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un additif qui va abîmer quoi que ce soit, soit il est encrassé, et le fait qu'il soit encrassé, il ne ferme pas correctement, il a tendance à se désamorcer. Donc la première chose à faire, c'est de nettoyer, faire un nettoyant avant vidange de votre moteur. En l'occurrence, je peux vous conseiller le Engine Flush de chez Syntix, donc je vous mettrai le lien en description de la vidéo si ça vous intéresse. Et ensuite, lui mettre un hyper lubrifiant type MCR par exemple. Et là, vous aurez fait le maximum possible pour vos poussoirs. C'est-à-dire qu'une fois que vous les aurez nettoyés et que vous les aurez hyper lubrifiés, si malheureusement ils ont toujours le même problème, c'est qu'ils sont HS, ils sont fatigués. Voilà. Et pour éviter qu'ils se fatiguent, il n'y a pas 50 solutions. Si on veut faire du préventif, c'est d'abord avoir un moteur propre, donc éviter la long life. Privilégier plutôt des intervalles de vidange relativement courts, donc 10-15 000. Ça va vraiment permettre d'éviter que l'huile se salisse et indirectement contamine tout. Et ensuite, à chaque vidange, ou au moins toutes les vidanges, faire un petit nettoyage avant vidange avec le Engine Flush de chez Syntix. Et là, vous allez vraiment préserver vos poussoirs. Ensuite, si vous voulez partir sur les additifs anti-friction, c'est que du plus. Mais vraiment, le principal, c'est de maintenir les internes de son moteur propre. Quand vous avez une huile qui fait énormément de kilomètres, qu'est-ce qui va se passer? Elle va noircir. Le noir, c'est du dépôt de combustion. Le dépôt de combustion va se passer dans tous les petits tuyaux de graissage moteur et on va venir tout simplement déposer de la merde un petit peu partout. Et cette merde-là va accélérer le phénomène de désamorçage à cause du grippage du poussoir. Voilà, c'est une pièce qui est bête et bateau. Regardez le fonctionnement sur Google, vous allez comprendre qu'il n'y a absolument rien de sorcier. Et là, vous voyez en l'occurrence que cette Mégane a été vraiment en bon état parce que pour l'instant, on a presque remonté tous les poussoirs et on n'en a pas un seul qui s'est désamorcé alors qu'on a démonté le moteur, je sais pas, on devait être en mai et là, on est en octobre. Voilà, pour nos poussoirs, c'est OK. Maintenant, on va venir placer nos linguets. Le linguet, c'est quoi? C'est cette petite pièce-là. Cette petite pièce-là, elle va venir comme ça, donc sur notre poussoir et notre queue de soupape ici. Et en fait, quand l'arbre à cam va venir passer ici, il va venir écraser notre soupape et ouvrir la soupape. C'est un fonctionnement de poussoir et de linguet.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, vous avez un autre mode de fonctionnement sur d'autres moteurs. Vous avez le poussoir hydraulique directement sur la soupape, posé sur la soupape, et qui va venir appuyer directement sur la queue de soupape au contact de l'arbre à cam. Donc la même topo, je ne la remonte pas à sec. Voilà, un petit coup dans l'huile. Et on le positionne. Tac. Voilà. Pour nos linguets, c'est OK. Maintenant, place aux arbres à cam. Donc là, on a des paliers. Qui dit palier dit graissage. Qui dit graissage dit utilisation de ma petite mixture. Voilà. On va avoir des petits joints à changer également. Ouais, c'est hyper important d'avoir quelque chose de très très propre parce que si vous remontez avec une merde, autant vous dire que ça peut vous faire du dégât. Tchouk. Donc là, je vais avoir un joint d'arbre à cam ici. Donc là, j'ai mes deux joints speed de Villebrequin et là, j'ai mes deux pastilles. Donc c'est parti, je monte celui-là sur celui que j'avais démonté avec la poulie et on pose celui-là sur celui qui était sans la poulie. Voilà, donc là, on vient passer notre joint speed sur celui-là. Voilà, comme ça, il sera prêt. Quand on va fermer, il viendra prendre sa place. Bon, celui-ci, je l'avais démonté avec la poulie. Donc j'ai remonté la poulie. On le repositionne. Toc, je place bien mon joint speed. Donc là, je nettoie tout ça. Je vais dégraisser. Parce que j'ai une petite patte qui vient se mettre d'étanchéité avant fermeture. On n'est pas sur un joint, on est vraiment sur une patte. C'est la Loctite, je ne sais plus combien. On va voir ça après. Bon, donc là, avant de refermer avec notre couvercle, il est hyper important de venir caler nos arbres à cam. Pourquoi ? Ça semble logique. Si on vient écraser bêtement nos arbres à cam dessus, on va venir ouvrir des soupapes qui vont être dans une position inconnue par rapport au piston. Donc on risque tout simplement de venir casser une soupape ou une tige de soupape ou l'arbre à cam dans un piston. En fait, ça serait tout simplement comme si on venait casser la distribution. Pour pouvoir remonter, il faut absolument que notre distribution soit calée. Alors, ce n'est pas précis à la dent près, mais il faut que les soupapes qui seront écrasées, le piston soit à la bonne position pour éviter le contact soupape-piston. Donc là, on nous dit que, dans la revue technique, on nous dit que les arbres à cam doivent être orientés à plat, donc les rainures d'arbres à cam à plat. Donc c'est ce qu'on fait. On fait la même chose pour l'autre. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir remonter. Maintenant que j'ai bien préparé également le support opposé, donc en l'occurrence le couve culbuteur qui sert aussi de palier, j'applique un petit peu de graisse de montage sur mes paliers et ensuite on va appliquer la pâte d'étanchéité. On va utiliser la Loctite 518. Donc on va mettre un petit film et après on va venir l'étaler en tapotant à la main. Pour l'instant, on va faire toutes les grandes surfaces. On vient étaler comme ça. On doit en avoir une très fine couche. Parce que si ça déborde, en fait, ça peut venir dans les canaux de lubrification, donc d'huile. Et là, vous comprenez que ça va être le bordel. Voilà, on tapote comme ça, on étale. On doit laisser une toute petite fine couche. Donc là maintenant, hop, on vient le positionner. Sur notre bloc, nos arbres à cam sont positionnés. Alors, hop. Donc là, il y a un ordre bien précis à respecter. On a
des numéros de vis, on doit placer certaines vis avec un certain couple de serrage, ensuite certaines vis avec un autre couple de serrage, ensuite desserrer les premières qu'on a mis et les resserrer un autre couple de serrage. Bon, c'est un petit peu pas complexe, mais il y a un ordre précis à respecter. Donc là, on va prendre la petite clé ionométrique parce qu'on va serrer au plus fort à 12 newtons. Alors, il me faut la 22, 23, 20 et 13. Elle va là. La 23, elle va dans l'angle. Alors, elle va dans l'angle là. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Là, on a la 22 ici. Tac. Donc là, celle-ci, je suis censé les serrer à 8 newtons. En gros, je vais passer la série de vis et on se retrouve pour les étapes d'après. Bon, maintenant qu'on a terminé de mettre toutes nos vis, on fait un dernier passage pour vérifier que le couple de serrage est respecté partout. Donc 12 newtons, hein, je rappelle. Alors là, pourquoi il est hyper important de respecter le couple de serrage? Parce qu'au-delà d'un couple culbuteur, en fait, c'est aussi un palier. Et donc, comme tout palier, il y a un couple de serrage hyper précis pour avoir le jeu de fonctionnement. Comme on aurait un palier de vilebrequin, un palier de bielle, etc. dans la vidéo précédente. Tac, et là on vient le reposer, alors que je sois dans le bon sens, pas du tout, touc, touc. Bon, maintenant on s'attaque à la distribution, on remonte notre poulie, tac. Voilà. Alors pour repositionner notre distribution, on va avoir également besoin de positionner notre pompe à eau. Rappelez-vous, quand j'ai acheté la voiture, la pompe à eau et la distribution avaient été changées. Donc c'est neuf, ça a environ, on va dire, 1500 km. Donc inutile de le remplacer, de s'alourdir avec des pièces neuves qui sont déjà neuves. Donc là, on les vérifie quand même avant le remontage. En l'occurrence, là, c'est bel et bien neuf. Donc on prend un petit joint neuf et on repose. Voilà. Alors là, on vient repositionner notre galet tendeur qui est pareil, hein, est tout neuf. Tac. Et là, en fait, j'ai changé d'avis. Parce qu'après inspection de la courroie, qui certes n'a pas de kilomètres, je pense qu'elle a été montée avec une tension trop élevée. Pourquoi j'ai pris le choix d'en commander une neuve, donc qui arrivera demain, et donc bon, pour vous ça change rien, c'est à la suite, mais je vous montre aussi mes péripéties. C'est que sur mon galet tendeur qui était neuf, et le roulement, vous voyez, il a même pas de jeu, il a rien, il est encore bien freiné, donc il est vraiment neuf. J'avais des dépôts de courroie, donc j'ai regardé ma courroie, et c'est vrai qu'elle a des légères traces d'usure ici. Alors là, il y a absolument rien de grave, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'elle s'effiloche un petit peu sur les bords. Et que quand je l'applique comme ça, dans les creux, on voit qu'elle a forcé. Et quand elle a forcé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un signe de trop forte tension. Et donc, j'ai clairement pas envie de prendre le risque de remonter avec une courroie qui, à mon sens, a une faiblesse. Alors, ce qui est dommage, hein, c'est que c'est une courroie qui est neuve. J'ai la facture, j'ai tout. Hein, donc, vraiment, elle est neuve. Mais je pense a mal été montée. Et en fait, sur notre galet tendeur, vous voyez, vous avez un petit repère ici, comme une petite flèche au bout de mon ongle, ici. Et sur l'autre partie, vous avez un repère ici. La bonne tension, c'est quand ce repère-là vient en face de la flèche. En fait, c'est ce qu'on appelle des tendeurs automatiques. Et à mon avis, alors je n'ai pas vérifié au démontage, hein, mais je parie qu'il y avait trop de tension, ce qui a détérioré de manière anormale la courroie. Alors la distribution, il va nous falloir des outils pour caler nos arbres à cam, pour piger notre vilebrequin et pour tout simplement pouvoir synchroniser tout notre enchaînement de poulies. Donc là, il me reste un galet enrouleur à positionner qui va aller là, si je dis pas de bêtises. Il faut que je le retrouve dans mes caisses parce qu'il était neuf également. Ensuite, on cale l'arbre à cam. Donc là, j'ai laissé mes poulies dessus, ce qui va me permettre de pouvoir bouger mes arbres à cam pour venir les caler avec l'appareil. Une fois que c'est calé, on retire nos deux poulies et on attaque la distribution. Donc,
là, j'ai un petit kit d'outils comme ça que j'ai dû acheter. Donc ça, c'est un kit qui fait tous les moteurs Renault. Voilà, je me suis pas embêté, j'ai pris tout le kit. En gros, on va avoir un outil qui va venir comme ça. Tac. Cet outil-là va permettre de caler nos arbres à cam. En fait, les repères, c'est ça. Il faut que ça, ce soit pile aligné au plan de joint. Donc du coup, on va avoir cet outil-là qui va venir se brider comme ça, qui va nous maintenir nos arbres à cam pendant la pause de la distribution. Et surtout, ça va nous maintenir l'arbre à cam, ce qui va nous permettre de pouvoir, à la déboulonneuse, démonter la poulie là-bas. Parce que si on la démonte, arbre à cam non maintenu, mais en fait l'arbre à cam va tourner, c'est aussi simple que ça. Alors hop, j'aligne tout bien. Voilà, donc là, on a positionné l'appareil, on le serre. Voilà, donc ça, c'est un bouchon qui permet d'accéder à l'écrou de l'arbre à cam. Enfin, de l'arbre à cam, de la poulie d'arbre à cam. Et maintenant, on dépose la poulie. Voilà. Hop là. Donc là, pour vous expliquer, ça, c'est une poulie avec un déphaseur. Un déphaseur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, le centre donc l'axe de la poulie va pouvoir se déphaser, donc se décaler avec l'extérieur de la poulie, ce qui va permettre de pouvoir changer l'angle des arbres à cam selon la demande du moteur. Et en fait, tout ça, ça fonctionne comment? Ça fonctionne avec les petits canaux d'huile qu'on voit ici. En fait, l'huile traverse l'arbre à cam, l'huile arrive ici, rentre par les petits trous de la poulie, et dedans, on va avoir un système de déphasage. Voilà comment ça fonctionne. Donc là, en fait, on va avoir besoin de piger notre vilebrequin. Alors, pourquoi piger notre vilebrequin? Pour simplement déterminer le point mort. Alors, il y a d'autres façons de le faire. Là, sur ce moteur-là, ça fonctionne avec une pige. Sinon, vous pouvez mettre un comparateur ici avec une tige et vous regardez jusqu'au point mort. Bon, on a le kit, on va pas s'embêter à faire autrement. Mais rassurez-vous, si vous n'avez pas la pige, vous pouvez largement le faire autrement. Voilà, lâche-doyette. Donc, maintenant, on va pouvoir remonter nos deux poulies. On les met de manière souple. Donc, souple, ça veut dire qu'on ne va pas les serrer. On les monte à blanc. On remonte de manière libre. Voilà. Donc là, on voit que c'est libre alors que notre arbre à cam, il est pigé. Et là, on voit que c'est libre alors que notre arbre à cam, il est pigé. Maintenant, on pose la courroie. Donc là, on prend une courroie neuve, marque Gate, origine Renault. Et là, on a le petit schéma des poulies. Hop. Courroie de distribution dit toujours sens, donc sens dit flèche. Donc on vérifie. Et en l'occurrence, celle-là, elle n'a pas de flèche. Donc techniquement, qui dit pas de flèche dit pas de sens. Moi, quand il n'y a pas de flèche, je vais mettre simplement dans le sens des écritures. Donc, hop. Voilà. Tac. On place ça. Hop. Alors maintenant, on peut positionner celui-là. Voilà. Je le mets après, vous pouvez le mettre avant, hein. C'est juste que voilà, ça facilite un petit peu le montage, ça fait moins de tension. Bon, donc là, on va commencer par effectuer la bonne tension de notre courroie. Là, c'est très simple, on a un galet tendeur automatique. Donc vous voyez ici, il y a une petite flèche. On a une petite flèche au bout de ma clé ici, et on a une petite encoche ici. En fait, c'est très simple, on va mettre l'encoche en face de la flèche et on serre. Voilà, hop. Donc là, la flèche sur l'encoche, vous voyez, tac, on vient serrer et on vient bloquer notre écrou. Là, on prend la clé anémométrique et on vient serrer notre galet tendeur 32 Newton. Voilà. Donc galet tendeur, c'est OK. Maintenant, on va serrer notre galet fixe où on a mis du frein filet. Donc là, on va être à 50 Newton. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Maintenant, il nous reste nos deux poulies. Donc là, on va avoir deux types de serrage. Premier serrage, 30 Newton. Deuxième serrage, 90 degrés. Voilà, donc là, on a nos 30 Newton. Tant qu'on est dans les Newtons, on va également serrer celle-ci. Et 90. Ah, un tout petit peu plus. Un peu de... Voilà. Donc là, on est tout bon.
Maintenant, on peut remettre notre poulie. Mais avant de mettre la poulie, on va dépiger le moteur et on va voir que tout fonctionne correctement. On retire notre pige. On va faire pareil au niveau des arbres à cam. Et là, on va faire nos 2 tours moteur. Pourquoi 2 tours moteur? Parce que c'est un moteur 4 temps. Donc, un cycle moteur, 2 tours moteur. C'est aussi simple que ça. Ce qui va nous permettre de pouvoir voir si les soupapes et les pistons ne se touchent pas. C'est une vérification qu'on doit faire, selon moi, à chaque fois qu'on fait une distribution. Parce que sinon, vous pouvez tout simplement tout péter. Vous êtes persuadé d'avoir bien remonté. En fait, c'est pas le cas. Vous lancez le moteur, pas de bol, c'est mal calé. Et là, salade de soupape. Donc là, techniquement, tout est calé. Donc maintenant, on part pour 2 tours moteur. Allez, j'attaque le 3e tour. On n'a aucun problème et on entend bien que ça comprime bien là-dedans. Donc si ça comprime bien, c'est déjà un bon signe. Donc là, on a effectué 3 tours complets. Donc on sait que notre distribution, elle est bien calée. On n'a aucun risque de casser le moteur au démarrage. Donc on va pouvoir remonter le petit couvercle ici. Donc là, hop. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir remonter nos petits obturateurs ici en bout d'arbre à cam pour éviter les fuites d'huile. Donc maintenant, on vient positionner nos bouchons. Et maintenant, pour finaliser, il nous reste à replacer notre poulie dumper avec le couple de serrage qui va permettre, souvenez-vous, de venir comprimer notre poulie de vilebrequin avec notre galet fou de pompe à huile qu'on a remonté dans la première vidéo. Et c'est ce couple de serrage là qui va permettre d'écraser le tout et d'entraîner la pompe à huile à chaque tour de vilebrequin. Donc là, les coupes de serrage sont juste ultra importants parce que nos poulies, elles sont pas clavetées. Ça veut dire que nos poulies sont libres de l'arbre à cam. Donc un mauvais serrage va entraîner un déréglage de la distribution. Et ici, un mauvais serrage peut entraîner une défaillance de la pompe à huile. Donc c'est ultra important. Donc là, pour le serrage de cette poulie-là, on va devoir être 2. Pourquoi? Premier serrage, 40 newtons, 37 newtons exactement. Ensuite, il y a 110 degrés. Donc là, 110 degrés, c'est beaucoup. Donc le problème, c'est que je ne peux pas serrer 110 degrés ici juste en me disant je vais piger mon vilebrequin. Sinon, je risque de casser la pige dans le vilebrequin et là, c'est la catastrophe. Donc du coup, de l'autre côté, j'ai mis des vis sur le volant moteur. Et Marion, avec un gros tournevis plat, va faire contrainte pendant que moi, je vais cirer. Ce qui va éviter du coup de forcer sur nos piges et sur nos arbres à cam. Donc c'est parti, premier serrage, 37 newtons. Voilà, 37 newtons, on y est. Bon, bien les amis, ça y est, ça se termine pour la 2e vidéo du remontage de ce moteur-là. Donc cette partie, le haut moteur avec la distribution, le calage de tous les éléments moteurs. Donc je tenais encore une fois à remercier Street Motorsport qui nous a fourni tout ce qu'il fallait pour le forgeage du moteur, donc piston, bielle, coussinet de bielle. Donc n'hésitez pas, allez directement sur son site Street Motorsport si vous voulez préparer vos moteurs. Au niveau des prix, il est top, service impeccable, donc n'hésitez pas, je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Et nous les amis, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Et dans cette prochaine vidéo, on va attaquer un petit peu le remontage des accessoires de ce moteur-là. Donc là, tout ce qu'on a remonté, c'est intégralement refait, repeint, etc. Malheureusement, dès la semaine prochaine, on va se retrouver avec un moteur qui va devenir un petit peu moins joli parce que des pièces n'ont pas été repeintes, telles que le collecteur d'admission, les boîtiers papillons, le faisceau de câble, l'alternateur, etc., etc. On a fait également le choix, suite à la vidéo de combien de puissance nous fait perdre le compresseur de clim, de retirer le compresseur de clim et tout le système de climatisation de la voiture pour vraiment optimiser le poids et la performance. Donc les amis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ce moteur de Mégane 3 RS. Un grand merci à tous d'avoir suivi les 2 épisodes sur la reconstruction de ce moteur-là. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, où on vous partage au quotidien, en avant-première, avant les vidéos, ce qu'on fait au garage. En attendant, n'hésite pas, abonne-toi, mets la petite cloche et tu recevras la notification pour les prochaines vidéos. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.